Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver, ça faisait 2 semaines à peu près, et cette semaine on va parler d'un sujet plutôt rare, mais plutôt grave, c'est la thrombophlébite cérébrale. Alors pour ce sujet, on va commencer à rapidement vous dire que oui, c'est effectivement compliqué de faire le diagnostic, quoique c'est surtout y penser et éventuellement se dire est-ce qu'on ne va pas jusqu'à l'imagerie cérébrale afin de débuter un traitement rapidement. Alors c'est une pathologie qui est rare, je vous l'ai dit. Dans les séries autopsiques, on en retrouve relativement rarement, 1 pour 1000 à peu près. Et sinon, les décès par AVC, donc tout compris, c'est que 10%. C'est relativement rare. Vous voyez, ce qui veut dire que c'est un diagnostic qui va être d'autant plus difficile s'il y a en plus une clinique qui est relativement pauvre, et on va voir que la clinique est plutôt assez compliquée et très hétérogène, vraiment très hétérogène. Il y a beaucoup de signes cliniques, je ne vous demande pas de tous, enfin je ne pense pas qu'il faille à tous les connaître, mais je pense qu'il faut comprendre le mécanisme, c'est pour ça qu'on va bien l'étudier initialement, et vous allez voir que vous êtes rapidement sauvé par l'imagerie. Et donc c'est pour ça qu'il faut surtout, le mot d'ordre, c'est y penser, à savoir est-ce qu'on va jusqu'à l'imagerie. Alors vous avez sans doute déjà étudié les AVC, c'est-à-dire que je parle ici de l'atteinte plutôt artérielle, et bien là on va voir le pendant, l'autre côté, c'est-à-dire le réseau veineux. Vous voyez sur les deux images, donc une angiographie, ça c'est le temps veineux d'une angiographie, et vous voyez se dessine tout le réseau veineux. Alors ce réseau veineux il est extrêmement important à connaître pour cette pathologie. Alors certains axes majeurs sont relativement connus, ici le sinus sagittal supérieur, les sinus transverses, il y en a d'autres. J'aimerais surtout qu'on s'attarde sur 3 points particuliers. La première, c'est qu'il y a une variabilité individuelle qui est importante. Donc ça ne sert à rien de tout connaître, puisque il y a des patients qui présentent parfois même une agénésie partielle ou totale de certains vaisseaux. Il y a des patients qui sont plutôt gauche que droit, et je parle du sinus transverse, et donc ça peut être parfois difficile pour le radiologue de faire la part des choses simplement avec une imagerie, de différencier une obstruction du réseau veineux d'une agénésie d'un des sinus par exemple. Il y a aussi une structure qui est très particulière, c'est ici une structure qui est ramifiée, ce qu'on appelle le sinus caverneux. Les sinus caverneux, puisqu'il y en a plusieurs, et ces sinus sont très particuliers et importants à connaître puisqu'ils sont traversés par des structures et nerveuses et artérielles. Et c'est extrêmement important puisqu'on va voir la physiopathologie et surtout certains signes cliniques qui vont pouvoir nous orienter vers cette atteinte-là. Et donc vous imaginez que tout ce réseau veineux, eh bien c'est un réseau veineux, il va venir drainer tout ce qui est en rapport, que ce soit au niveau périphérique, vraiment pariétal, et aussi parenchymateux cérébral. Et ça va avoir une importance pour les étiologies de cette pathologie, la thrombose veineuse cérébrale, qu'on va voir juste après. On parle donc d'une thrombose veineuse. Ça veut dire qu'il y a des causes, des mécanismes qui expliquent la formation de la thrombose. Eh bien, vous les connaissez sans doute, vous en avez déjà entendu parler. C'est les piliers de la physiopathologie de la thrombose veineuse. C'est ce qu'on appelle, il y avait certaines triades, bon bref, on ne va pas donner des noms, mais il y a les troubles de l'hémostase, à proprement parler vraiment la coagulation si vous voulez, la stase veineuse. Alors la stase veineuse au niveau cérébral, mais il peut quand même y en avoir. On va voir certaines étiologies par la suite, et il y a aussi les anomalies pariétales. Alors dans les anomalies pariétales, j'aimerais vous faire une petite parenthèse, mais on va le voir après. Quand il y a un traumatisme crânien qui a une fracture de la base du crâne, par exemple, ou une fracture d'un os du crâne, eh bien, si l'os est cassé, qu'est-ce qu'il y a après l'os? Eh bien, il y a ce réseau veineux. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire, quand il y a une fracture du crâne,
une angiographie, ou en tout cas il faut faire un scanner injecté pour au moins être certain d'éliminer cette thrombose. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, s'il y a une occlusion d'un des sinus, il va y avoir un engorgement veineux et donc un obstacle à la résorption du liquide céphalorachidien. Vous savez, c'est cet amortisseur qui permet de protéger le cerveau. Et donc, cela va provoquer et avoir comme conséquence une augmentation de la pression veineuse et un œdème cérébral et donc de la pression intracrânienne. Ceci va avoir comme conséquence une congestion cérébrale, initialement locale, puis après qui va s'étendre. Et l'aboutissement, la finalité, l'aboutissement ultime, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle l'infarctus veineux, potentiellement, qui peut aboutir à une hémorragie locale. Je vous ai mis un cas clinique qui est relativement intéressant puisqu'en fait il vous montre que c'est un patient qui se plaignait de céphalée, diagnostic, il y a un saignement, donc vous voyez scanner cérébral, bon initialement pas besoin de l'injecter, on voit très bien, ça saigne effectivement dans la convexité cérébelleuse gauche. Vous voyez très bien, ça saigne, c'est dense, effectivement. Mais pourquoi est-ce que ça saigne? Eh bien c'est intéressant de faire les examens complémentaires. Ici, vous voyez une IRM qui montre effectivement l'absence qui montre un thrombus en fait de tout le sinus veineux latéral gauche et sagittal supérieur. Donc il y a l'absence de coloration au niveau du réseau veineux et on le voit très bien. Et ceci explique le saignement puisqu'il y a une congestion cérébrale, un infarctus qui s'est mis à saigner. Alors, concernant les symptômes de l'hypertension intracrânienne, de la céphalée, etc., je vous invite à vous référer aux différentes vidéos disponibles sur la chaîne si vous voulez un peu plus d'explications. On va voir maintenant au niveau de l'épidémiologie ce qui est important à connaître, parce que c'est une maladie rare, alors certes, mais il y a quand même 2-3 petits points à avoir en tête. La première, c'est que la présentation s'étale dans le temps et le moment du diagnostic, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus précoce. Autant l'infarctus cardiaque, l'infarctus du myocarde, c'est relativement rapide. Ah oui, il a mal, extrêmement mal, éventuellement il fibrille, c'est relativement rapide. En revanche, la thrombose veineuse cérébrale, selon la présentation clinique et le degré d'évolution, il peut y avoir un diagnostic qui est fait en aigu, c'est-à-dire à moins de 48 heures. C'est pas la majorité des cas, c'est que dans 30% des cas, à moins d'un mois en subaigu, moins d'un mois à subaigu, je ne sais pas si vous vous rendez compte pour un diagnostic qui est quand même grave, c'est 40% des cas et jusqu'à 30% des cas pour un diagnostic qui se fait sur des symptômes chroniques de plus d'un mois. C'est pour ça que le patient qui vient aux urgences, s'il vous dit j'ai mal depuis un mois, alors oui, effectivement, il aurait peut-être pu consulter avant, mais il y a peut-être quelque chose sous-jacent qui peut être grave. Deuxième information, c'est le rapport homme-femme. Eh bien là, effectivement, il y a plus de femmes qui sont touchées par la thrombophlébite cérébrale, 3 femmes pour un homme. Et cette pathologie donc, a une incidence relativement rare, on en a parlé, 5 à 6 par million, c'est quand même très rare. Mais il faut l'avoir en tête, puisque ça arrive, effectivement. Et en postpartum, c'est une pathologie qui n'est pas si rare. Au final, alors pas si rare, je m'entends, mais il faut l'évoquer, il faut connaître cette pathologie. C'est 1 à 3 000 naissances, certaines cohortes donnent 10 000 naissances. Mais effectivement, la période du postpartum est plus à risque. Concernant les symptômes et les signes cliniques, ce qui est important, comme toute pathologie, c'est de comprendre la physiopathologie pour mettre en rapport la plainte du patient avec le diagnostic. Et pas poser le diagnostic juste sur des symptômes, c'est qu'est-ce qui provoque ces symptômes-là, et est-ce que cette pathologie est possible, oui ou non, et après on fait les examens en rapport. L'important dans cette thrombose veineuse cérébrale, dans cette thrombophlébite, c'est de comprendre les mécanismes. On en a parlé, c'est surtout une entité, ce qu'on appelle l'hypertension intracrânienne, qui va découler de cette congestion cérébrale. Mais vous imaginez bien que la thrombose ne s'effectue pas toujours au niveau des gros sinus. Ça peut s'effectuer au niveau de petites veines, de petits sinus.
qui drainent donc un petit territoire. Et donc de ce fait-là, il peut y avoir relativement peu de symptômes ou d'autres au contraire qui sont relativement spécifiques. Et vous voyez que les céphalées ne sont présentes que dans 75% des cas. Les vomissements, je n'ai pas l'incidence, mais le pourcentage de vomissements dans la thrombose veineuse cérébrale, j'imagine que ça doit être à peu près dans ces valeurs-là. L'œdème papillaire, donc, qui montre une hypertension intracrânienne, qui pose le diagnostic d'hypertension intracrânienne, vu au fond d'œil, c'est 50% des cas de thrombose veineuse cérébrale, et tout ce qui va concerner les troubles de la conscience, déficits neurologiques focaux, crise convulsive, bien là c'est 30% des patients. Vous imaginez bien qu'une thrombose au niveau de la jugulaire va avoir quand même plus de conséquences, ou alors au niveau carrément du sinus transverse d'un côté, va avoir plus de conséquences qu'une thrombose de ces petites veines corticales. Mais inversement, vous imaginez bien qu'une thrombose de cette veine corticale va provoquer, en regard de cette zone de drainage, une souffrance ischémique, probablement, par la suite, et donc un infarctus, et va provoquer, selon la localisation, des déficits focaux, voire une crise convulsive, s'il y a cette partie, peut-être de l'homonculus, qui est ischémiée. Il y a certaines zones qui sont très importantes à connaître, comme par exemple la thrombose du sinus caverneux. Pourquoi ? Parce que cette zone, je vous l'ai dit, elle est traversée par des nerfs et des artères qui drainent un territoire particulier. Eh bien oui, c'est la sphère ORL et les yeux. Et donc, vous pouvez avoir des symptômes qui sont très bâtards, dans le sens où ils sont frustres et on peut s'orienter vers un peu tout et n'importe quoi. Vous voyez que ça peut donner un chémosis, ou une ophtalmoplégie douloureuse, une exophtalmie, un œdème palpébral ou une atteinte de nerf crânien. Mais ça peut être qu'un seul nerf crânien, ça peut être que le 5-1 qui peut être atteint. Et donc vous imaginez que le 5-1 qui est isolé, avec un peu de céphalée, on n'en fait pas grand-chose, mais il faut quand même penser à ce diagnostic. Et je vous demande de faire très attention, et vous comprendrez ainsi pourquoi on a tous ces signes cliniques. Dans la case thrombose veineuse cérébrale, c'est pas parce que c'est tous ces signes-là que le patient aura tous ces signes-là. Il peut avoir qu'une seule plainte, qu'une seule ophtalmoplégie douloureuse, par exemple, qui peut très bien être une sclérose en plaques, par exemple, qui est une autre atteinte, qui n'a rien à voir, mais ça peut aussi être un différentiel. L'exophtalmie, vous voyez, l'œdème palpébral ou d'autres. La deuxième chose importante, c'est les thromboses corticales. On en a parlé très succinctement, mais plus évidemment, il va y avoir une zone ischémiée précise, on aura un diagnostic précis, puisque si le patient se plaint de clonie au niveau du membre supérieur droit, peut-être que c'est simplement une première crise d'épilepsie focale, mais peut-être qu'il y a autre chose sous-jacent, peut-être que c'est une thrombose veineuse cérébrale. Il y a des pièges, pour succinctement vous en rappeler, et c'est vraiment ça, à la limite, le plus important. Les gros pièges, c'est magicien. Pourquoi magicien ? Parce qu'il peut se faire passer pour tout et n'importe quoi. Ça peut être une migraine, pour le magicien, pour le M de magicien, migraine avec aura visuelle. Bah oui, vous imaginez, ça fait mal à la tête, et il y a des signes visuels, avec cette thrombose du sinus caverneux par exemple, ou une atteinte très corticale, ça peut être le différentiel d'une migraine avec aura visuelle. C'est pour ça que tout premier épisode de migraine, c'est scanner cérébral injecté. Deuxième diagnostic, par exemple, piégeux. Le A de magicien pour acouphène pulsatile. Et là, les acouphènes pulsatiles, oui, ça peut être un vertige ménière ou que sais-je, ça peut être une dissection de la carotide, pourquoi pas, mais ça peut aussi être une thrombose veineuse cérébrale. Le G de magicien pour grossesse de la psychose puerpérale, très important à éliminer à ce moment-là, faut pas passer à côté. Juste une atteinte isolée d'un nerf crânien, et j'insiste sur isolé d'un nerf crânien. Le sien de magicien, je n'ai pas trouvé mieux que 100 pour HSA. Ça peut être une présentation atypique d'une HSA, donc il faut idéalement quand même faire un scanner injecté quand il y a un diagnostic d'HSA. De toute manière, c'est fait relativement spontanément par nos collègues radiologues. Encore une fois, si vous voulez plus de détails et d'informations sur crise convulsive, troubles de la conscience, coma, vomissement céphalée, bien sûr, vous avez des vidéos disponibles sur la chaîne. Allez-y.
On va voir maintenant le diagnostic radiologique, puisque c'est ça qui va sauver votre patient, c'est faire un scanner cérébral sans et avec injection de produits de contraste. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a des signes directs et des signes indirects. Le premier, le plus connu, eh bien évidemment, c'est sur cette image. Vous voyez ce défaut de remplissage sur la tomodensitométrie avec contraste, le signe du delta. Eh bien oui, c'est ça le signe du delta. On l'a ici par ailleurs. Ça apparaît plus tardivement et c'est d'ailleurs un signe de mauvais pronostic, puisque vous imaginez la zone qui est drainée, hein, souvent c'est quand même le sinus sagittal supérieur, donc c'est quand même une grosse zone, forcément c'est de moins bon pronostic qu'un tout petit truc isolé. Ça apparaît plus tardivement. Le plus précocement, eh bien, c'est le thrombus qui est encore frais, qui est encore dense dans une des veines ou dans un sinus, et que l'on peut voir à l'imagerie, directement hyper dense, sans injection de produit de contraste, puisqu'il est encore très dense. Il est là par exemple, on le voit très bien, il est précoce, mais il est rare. Par la suite, eh bien, sachez qu'il y a aussi des signes indirects d'œdème cérébral. Les sillons corticaux sont relativement effacés. Il peut y avoir une hémorragie, qu'elle soit parenchymateuse ou sous-arachnoïdienne ou un hématome sous-dural. C'est plus rare, mais ça peut être une des présentations. Malheureusement, le scanner cérébral avec injection de produit de contraste reste normal dans 4 à 25% des thromboses veineuses cérébrales prouvées par l'angiographie qui est réalisée dans les études pour le gold standard, et sinon c'est l'utilisation de l'IRM cérébral qui va sauver le patient. Donc si vous avez un doute, IRM cérébral. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? La PL, elle ne sert pas à grand chose. On peut lui mettre une aiguille dans le dos, mais il faut s'assurer quand même qu'il n'y ait pas de contre-indication à chaque fois, évidemment. Il peut y avoir une augmentation de la pression, une leucorachie, une hyperprotéinorachie, on n'en fait pas grand-chose. Les signes EEG, c'est plutôt des signes aspécifiques. C'est globalement anormal dans 3/4 des cas. Bon, on n'en fait pas grand-chose non plus. Et la biologie, ça va nous servir pour l'étiologie. Qu'est-ce qui a provoqué cette thrombose veineuse cérébrale? Mais il n'y a aucun marqueur spécifique. Les dédimères, c'est pas du tout fait pour ça. Ça marche pas. Même si c'est négatif, ça ne l'élimine surtout pas. Donc on n'utilise aucun marqueur pour se rassurer ou s'inquiéter particulièrement. Alors concernant les étiologies, justement, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, dans 25% des cas, on n'a pas d'étiologie. Alors je pense que dans 25% des cas, c'est peut-être un peu abusé de dire qu'il y a 25% de TVC idiopathique. C'est surtout que malheureusement, des fois, on ne peut pas aboutir à toutes les explorations. En général, c'est comme ça. Les plus importantes, c'est deux grandes catégories, les causes locales, les causes générales. Pour les causes locales, et de manière générale, il y a les infections. Vous allez y penser, entre guillemets, vous allez pouvoir rattraper le diagnostic si le patient est fébrile, subfébrile, sachant que rien que la thrombose en elle-même peut provoquer un léger fébricule, eh bien, vous pourrez étayer le diagnostic avec une biologie, une CRP, une PCT, des hémocultures et certaines recherches de parasites, par exemple pour le paludisme et d'autres, que sais-je. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les traumatismes crâniens, je vous en ai parlé juste avant. C'est pour ça que quand il y a une fracture de la base du crâne, ou une fracture d'un des os du crâne, peu importe, il faut faire un scanner injecté pour éliminer de manière formelle une thrombose veineuse cérébrale qui est induite. Je vous ai dit, on l'a vu, c'est un des mécanismes de la thrombose par atteinte pariétale. Troisième grande chose, c'est la grossesse et le postpartum. C'est vraiment la présentation typique, entre guillemets. Alors pour ceux qui passaient, pour les externes, ceux qui passaient les examens, les concours, s'il y a un cas de thrombose veineuse cérébrale, on vous cherchera sur soit une infection locale typique ou alors une grossesse et du postpartum. Tout ce qui va être hémato, onco et toute la médecine interne qu'ils adorent, nos chers collègues internistes, ça, évidemment, un patient qui est suivi en médecine interne fera toujours des troubles de la crase. Évidemment, je caricature, mais c'est comme ça qu'il faut les retenir. Un B7, un Crohn, un Wegener, un Horton, autre. Voilà, ça fait des thromboses. Donc, si c'est céphalée, forcément, c'est une thrombose. C'est soit du vasculaire artériel ou veineux. C'est comme ça. Il faut le retenir de cette manière-là. Et effectivement, c'est à risque. La déshydratation sévère, c'est principalement les cas extrêmes de déshydratation chez les enfants, mais ça peut aussi être chez l'adulte. Et la dernière chose,
évidemment et heureusement beaucoup plus rare, c'est la compression de la veine jugulaire. Et qu'est-ce qu'on a comme compression de la veine jugulaire? Eh bien, dans les cas extrêmes, c'est les pendaisons. Et à ce moment-là, bah oui, il faut absolument faire le scanner cérébral et cervical en plus, et évidemment injecter. Pour certaines pathologies, eh ben, j'ai déjà fait des vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez des informations sur la cellulite faciale. Et d'autres, bien sûr, c'est disponible sur la chaîne aussi. Comme vous savez depuis quelques vidéos, ce site internet que j'adore, Consensus, c'est un outil d'intelligence artificielle qui recherche dans la littérature médicale et qui met en lien sous forme de tableau ou de texte des résumés de ces articles. Vous voyez les facteurs de risque, globalement ceux sur lesquels je voulais entre guillemets m'attarder quelques secondes, c'était les maladies auto-immunes, les déficits, hémopathie, grossesse, odd ratio ou risque relatif selon les études 11, c'est énorme, et thérapie sous glucocorticoïdes, je ne savais pas, presque 20, c'est énorme. Bon, un intervalle de confiance qui est entre guillemets discutable, 3,302, mais vous voyez que c'est quand même intéressant, et surtout utiliser ces logiciels, ces nouveaux outils d'intelligence artificielle pour vos études. On vient maintenant à la prise en charge qui, je vous l'ai dit, doit être rapide une fois que vous avez le diagnostic. La thérapeutique va s'orienter autour de 4 axes qui vont être le traitement antithrombotique. Bah oui, il y a un thrombus, donc forcément il va falloir anticoaguler, HNF ou héparine de bas poids moléculaire. Certaines études montrent les AOD, je n'en parle pas, ça dépasse mon degré de compétence. À ce moment-là, la durée est plutôt non précisée, mais entre 3 et 6 mois. Un traitement fibrinolytique peut être discuté s'il y a une mauvaise évolution sous anticoagulant. Mais en général, quand il y a une mauvaise évolution, c'est qu'on a un recul. Donc c'est pas bon signe si le patient il est encore aux urgences. Évidemment, le risque, c'est l'hémorragie massive, puisque il peut y avoir une HSA, comme le patient, le cas clinique que je vous avais présenté au début, il peut saigner et il peut avoir besoin, et plutôt il est nécessaire de lever l'obstacle, donc c'est-à-dire il faut anticoaguler le patient même si ça saigne, c'est un des rares cas où il faut le faire, c'est pour ça que la prise en charge peut être très délicate. Évidemment, traitement étiologique, systématique, vous en doutez qu'on ne va pas laisser un foyer de cellulite faciale monstrueuse ou une ethmoïdite massive en train de faire un abcès et une méningite. Donc forcément, on va traiter s'il faut traiter. Et les traitements symptomatiques, s'il a mal, on met des antalgiques. S'il y a une crise d'épilepsie, on met des antiépileptiques. Petite précision, on ne met pas des antiépileptiques en préventif. On ne fait pas de la prophylaxie parce que si jamais, parce que dans ces cas-là, on traiterait beaucoup de choses si jamais. Et bien sûr, la gestion de la pression intracrânienne. J'ai fait une vidéo aussi sur l'hypertension intracrânienne. Je vous laisserai aller la voir si vous voulez plus de précision. On arrive 2 derniers points. Le pronostic, qui est plutôt imprévisible. 10 à 20%, c'est le taux de mortalité et le taux de séquelles. Alors séquelles, épilepsie, déficit focal, atrophie optique. Bref, il y a pas mal de choses. Quels sont les critères? Il y en a plusieurs. Le jeune âge, évidemment, et les personnes âgées, comorbides, on s'en doute. S'il y a une embolie pulmonaire associée, s'il y a des signes focaux ou un coma, c'est sûr que s'il est dans le coma pour une thrombose veineuse cérébrale, c'est qu'il y a une atteinte qui est quand même bien sévère. Les critères d'imagerie, c'est le signe du delta, parce que c'est le sinus, c'est au minimum, le sinus sagittal supérieur. C'est quand même une bonne surface de drainage veineuse. S'il y a un infarctus, en plus hémorragique, c'est pas... Oui, il faut anticoaguler, ça saigne, vous comprenez. Plus ça va vite, quand ça progresse, moins c'est bon signe. Selon l'étiologie, donc si c'est juste entre guillemets une déshydratation, c'est pas la même chose qu'un cancer métastatique, voilà. Le siège de la thrombose, c'est une thrombose qui est très 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 profonde. Vous vous en doutez que ça va représenter une zone de drainage, une surface qui est énorme. Une thrombose cérébelleuse et une thrombose corticale isolée. Pourquoi isolée? Parce que souvent, ça va être difficile de la mettre en évidence. Il va falloir retarder un peu le diagnostic, des imageries, etc., etc. Bref, voici les facteurs de mauvais pronostic. Et enfin, un dernier, encore une fois, ce site que j'adore, je vous l'ai déjà dit, c'est la 2e ou 3e fois de cette vidéo, Consensus. Si on lui demande les différentiels par rapport au diagnostic de thrombose veineuse cérébrale,
l'idée c'est pas de tout lire, c'est intéressant. Un AVC ischémique, bah oui, d'un côté on a le versant artériel et là on a vu le versant veineux. Oui, mais il y a quand même rarement des céphalées pour les AVC artériels. J'ai bien dit rarement. L'hémorragie intracérébrale, alors l'HSA à proprement parler, c'est le truc brutal, coup de tonnerre. L'hypertension intracrânienne idiopathique, bon, est-ce que c'est vraiment le différentiel? Je pense surtout la migraine avec aura, mais on y vient. Tumeur cérébrale, on fait le diagnostic avec l'imagerie. L'encéphalite, pardon, excusez-moi, comme s'il n'y avait pas de grippe encore en ce moment. Bref, l'encéphalite, fièvre, altération de l'état mental, des troubles de la conscience, oui, avec des signes neurologiques diffus. Bon, suivant l'atteinte de l'encéphalite, je suis d'accord, effectivement. Migraine avec aura, évidemment, c'est la chose qui peut paraître foireuse. Et donc c'est pour ça qu'en cas de migraine avec aura, premier épisode, on fait systématiquement une imagerie injecté. Et je dis bien injecté, puisque si le patient est bien avec, il ressort et puis vous lui dites c'est bon, c'est une migraine avec aura et qu'en fait c'est une thrombose veineuse cérébrale, c'est pas top. Donc il faut évidemment en cas de premier épisode faire ce scanner injecté ou IRM cérébral. Et on arrive à la fin de la vidéo. Alors les points clés, qu'est-ce qu'on a? Bah, c'est une céphalée foireuse, bah oui, mais des fois il faut dire les choses comme elles sont. C'est une céphalée foireuse et encore dans 75% des cas, il y a une céphalée. Dans un cas, il n'y en a pas. Les deux examens, c'est scanner injecté ou IRM cérébral. Et donc le scanner, vous comprenez que c'est pas lui qui va faire le diagnostic quand il n'est pas injecté. 3 traitements, 3 piliers, entre guillemets. C'est surtout l'anticoagulant. Le traitement étiologique et lutter contre l'hypertension intracrânienne. 4 causes principales. Même si bien sûr vous avez vu que la liste est très longue. Surtout infection locale. La grossesse, le postpartum, le traumatisme crânien, bien sûr, avec une fracture, et les hémopathies, de manière générale, et les 5 pièges du magicien. Alors pourquoi le magicien? On les répète. La migraine avec aura visuelle, acouphène pulsatile, la grossesse, sous-entendu psychose puerpérale, isoler le nerf crânien, et le sien, parce que j'ai rien trouvé de mieux pour le sang de l'HSA. Et c'est ainsi que nous terminons cette vidéo sur la thrombose veineuse cérébrale. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications, de mettre un petit pouce bleu, d'aller voir sur Amazon le livre Réussir ses études, apprenez sans limite, que j'ai fait paraître sur Amazon, des carnets pour prendre des notes, allez voir sur le site de Consensus bien sûr, pour vous aider. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients, bien sûr.